L'article 185 nouveau du Code pénal, vous le savez, suscite polémique et multiples interrogations dans l'opinion aujourd'hui. Il est bon de souligner que cet article-là, 185 nouveau, est en réalité l'ancien article 175 du Code pénal voté depuis 1981. Donc la disposition existait depuis longtemps. Pour meilleure compréhension de ce texte de loi, voté à la majorité par 124 voix contre 72 et 2 abstentions, nous recevons M. Ako Yapi Eloi. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. On démarre maintenant. Merci d'être avec nous. Notre invité n'est autre que magistrat hors hiérarchie, directeur des études et de la législation au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Bonsoir, Monsieur Ako. Bonsoir, madame. Merci d'être là. Merci à vous. À côté de vous, nous avons Barry. Barry, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Bonsoir chez vous. Herman Aboua, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, chers téléspectateurs. Marius Komoué, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Heureux d'être là et toujours au poste. Daouda Koulibaly, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir chez vous. Marius, tu es encore là? Mais, On va pour un nouveau tour de manège? C'était terrible. Messieurs, s'il vous plaît, messieurs, nous démarrons notre plateau. D'accord. Notre invité... C'est terrible. Non, plus de commentaires. Notre invité est là. Alors, Monsieur Ako, le point de cet article 185 nouveau pose problème, incompréhension, polémique dans l'opinion. Je le disais à l'entame de ce programme. Que dit le Code pénal concrètement sur cet article 185 et qu'est-ce qui est proposé en termes de modification de cet article-là? Merci beaucoup. Comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, le Code pénal ivoirien existe depuis 1981. Lorsque la Côte d'Ivoire est devenue indépendante, nous avons hérité du Code pénal français. En 1981, nous avons pris notre propre Code pénal qui a survécu jusqu'en 2019. Jusqu'à cette date, l'article concerné, c'était l'article 175, comme vous avez dit à juste tout à l'heure. Et avec la réforme du Code pénal de 2019, cet article 175 est devenu 185. C'est cela. À ce moment-là, en 2019, ce dispositif n'a pas été touché. Il est resté en l'état. En 2019. En 2019. Donc le contenu de l'article 175 de 1981 est le même contenu qu'en 2019. C'est seulement le numéro de l'article qui a changé. 185 aujourd'hui. Qui est devenu 185. Tout à fait. Et comme on le dit en légistique, lorsque on parle d'un article nouveau, ça veut dire qu'il y a un article ancien. Et comme c'est affiché au tableau, justement, vous pouvez voir que cet article-là parle d'apologie de crimes, de meurtres, de pillages, d'incendies et autres. Il y a un autre alinéa qui parle de ceux qui font des appels publics à désapprouver l'autorité et à provoquer la solidarité avec les condamnés des infractions visées plus haut. Et le dernier alinéa qui parle de condamnation pour ceux qui auraient fait les collectes en vue de payer les condamnations pécuniaires de ceux qui sont condamnés. Ce texte n'a pas changé fondamentalement. Et la nouveauté qui se trouve dans le 185 nouveau, c'est la réécriture du premier alinéa. C'est ça l'objet de la modification qui a été proposée par le ministère de la Justice et qui a été acceptée par le gouvernement et qui est passée donc au Parlement. C'est cela. Donc il était question dans cet alinéa 1 d'étendre le champ de répression à tous les crimes, alors que l'actuelle disposition ne limitait la répression que pour certains crimes seulement. Tout à fait. Comme vous pouvez le voir, il est question ici d'apologie de crimes, de meurtres. Là, nous sommes en 2019. 2019. Jusqu'à présent, puisque la loi elle a été votée, mais elle n'est pas encore publiée, donc elle n'est pas encore applicable. À ce jour, si on doit appliquer un texte, c'est encore ce même texte-là. Tout à fait. Et donc, celui qui fait l'apologie des crimes de meurtre, des crimes de pillage, et des crimes d'incendie d'édifices. Sur ce point, justement, la précision qu'il faut faire, la destruction d'édifices est un délit. Donc, les seuls crimes qui étaient visés dans cette première partie de la phrase, ce sont les crimes de meurtre, de pillage et d'incendie d'édifices. C'est ça. Donc, la modification a consisté à ne plus limiter à ce seul crime-là dans ce point,
mais à élargir à tous les crimes, quels qu'ils soient. Vous savez que depuis quelque temps, la Côte d'Ivoire fait l'objet d'une évaluation par le GAFI pour conformer ces textes. Le GAFI, on va l'expliquer. C'est le groupement qui est chargé de vérifier, de faire le contrôle des activités financières des États. Je n'ai pas la dénomination exacte en tête, je vais y revenir plus tard. C'est l'idée, en fait, qu'on devrait retenir. Très bien. Et donc, dans cette évaluation, il est question pour la Côte d'Ivoire de conformer son dispositif à certaines normes internationales, notamment le régime de la confiscation, le régime des saisies des biens en matière pénale. Et donc, dans ce cadre-là, il a été estimé qu'il fallait également réformer nos dispositifs sur le terrorisme, puisqu'il n'était pas suffisamment explicite concernant certaines infractions. Et l'une des infractions, justement, en matière de terrorisme, c'est l'apologie du terrorisme. On aurait pu, dans cette réforme, se contenter d'ajouter apologie de terrorisme à ce qui existe. Mais il se trouve que limiter à ça, ce serait trop restrictif. Il fallait étendre à tous les crimes, puisque tous les crimes, ce sont les infractions les plus graves qui puissent exister. Donc, le but qui était visé ici, c'était d'élargir l'apologie à tous les crimes. Donc, la modification ne portait seulement que sur l'alinéa 1 du texte. Donc, voilà ce que je peux donner comme explication pour peut-être ouvrir le débat pour plus de questions. Juste pour rappel, c'était sur l'alinéa 1 que les travaux donc devaient se faire. Et puis, justement, en plénière, il y a le député Gbagbo qui lève la main et qui dit « Attention, il faut regarder plus bas. L'alinéa 2 également pose problème. » C'est cela, vous confirmez cela? Oui, en tout cas, c'est ce que nous avons reçu comme information. Très bien. Puisque en plénière, le gouvernement n'est pas présent. C'est seulement en commission que le ministre de la Justice, qui représente le chef d'État, est présent pour présenter le texte et donner des explications aux parlementaires. Et au cours de la session en commission, aucune question n'a été posée sur ce point. Donc, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Daouda? Monsieur Ako, oui. Vous êtes sur notre plateau. Merci. Voilà. Vous venez de donner l'objectif de l'introduction de la loi à l'Assemblée nationale. Mais la question que moi je vous pose maintenant, c'est qu'au vu du contexte sociopolitique de notre jeune nation, qui bientôt on a près d'1 an d'une élection présidentielle, qu'est-ce qui a motivé le changement de la loi actuellement? Est-ce que les Ivoiriens, et par ricochet, certains membres de l'opposition, ne sont-ils pas fondés pour dire qu'il y a anguille sur roche? Bon, ça, c'est une question qui, je pourrais dire, politique et d'opportunité, comme vous venez de le dire. J'ai donné déjà un début d'explication tout à l'heure. Oui. Nous sommes soumis à une certaine évaluation, il faut adapter nos textes. En même temps que nous adaptons nos textes, il ne faut pas se focaliser seulement sur les points d'évaluation. Si dans le dispositif textuel, il y a d'autres points qui méritent d'être réformés, c'est en même temps l'occasion de le faire. Et comme je pourrais le dire, la réforme qui a été introduite ne concerne pas l'article 185 uniquement. Parce que justement, on peut avoir l'impression que la réforme a consisté à venir présenter juste l'article 185. Non. Il y a les articles 59 à 65 sur la confiscation. Il y a l'article 185. Il y a également les dispositions sur la torture. Par exemple, la torture, dans le code pénal actuel, est un délit. Or, nos évaluateurs estimaient que nous n'étions pas conformes aux conventions internationales qui demandaient de considérer la torture comme l'infraction la plus grave, donc de le transformer en crime. Donc la peine de la torture a été augmentée. Le gouvernement estimait également, profitant de l'occasion, que l'utilisation des forces de défense, policiers, gendarmes, militaires, à des fins privées, n'était plus acceptable. Il fallait sanctionner ça pénalement. Il y a des mesures administratives pour sanctionner cela. Mais le gouvernement a estimé qu'il fallait également sanctionner ces comportements de façon pénale. Cette infraction a été introduite. Il y a également, à titre d'exemple, l'infraction consistant à substituer un enfant dans une maternité, à le remplacer par un autre, en faisant croire à la mère que son enfant, c'est celui-là au lieu de celui-ci. Tout ceci, ça a été regardé. Tous ces points-là font partie des réformes. Donc, l'occasion a été donnée de faire toutes ces réformes à la fois, y compris l'article 185. Mais c'est l'article 185, justement, qui a posé problème. D'accord. Maintenant, si l'article 185 pose problème, justement, notre présence ici, c'est d'expliquer le contenu pour montrer qu'en réalité, la réforme qui est faite visait un but bien précis, l'alinéa 1. Très bien. Herman, on va sur le 185. D'accord. Bon. D'abord, je vais vous poser une première question, une petite question. Comment est-ce que le trouble à l'ordre public, le vandalisme,
souvent ces genres de crimes, enfin des chefs d'accusation qu'on a lorsqu'il s'agit de manifestations politiques ou bien de manifestations publiques de certaines personnes qui sont soit mécontentes par rapport à certaines dispositions ou bien dans la gestion du pouvoir. Est-ce que ces genres de crimes-là font partie des crimes comme vous avez mis dans l'article, dans l'alinéa premier de l'article 185 nouveau? Donc la classification des crimes. Tout à fait. Effectivement, non, ça c'est juste une première question. Pour bien comprendre, il faut qu'on lise le texte. Et je prends pour habitude, pour qu'on discute d'un texte, qu'on le lise et qu'on soit d'accord sur son contenu. Allons-y, monsieur. Il est fait cas de l'apologie des crimes, de destruction d'édifices, de vol, d'infractions contre le droit des gens et des infractions prévues au chapitre 2 et 3 du présent titre. C'est ça. J'ai fait un petit tableau que je pourrais vous laisser après, si vous voulez, pour vous donner un peu le contenu de ce type d'infractions. Allez-y. Alors, les infractions contre le droit des gens. Il y a le crime de génocide, il y a les crimes contre l'humanité, il y a les crimes de guerre. Les infractions prévues au chapitre 2 du titre en question, il y a les infractions contre la sûreté de l'État et la défense nationale, parmi lesquelles il y a la trahison et l'espionnage, l'atteinte à la défense nationale, l'attentat et le complot, le crime d'agression et la participation à une activité mercenaire. Et puis, enfin, les infractions contre la sécurité publique, où vous avez les bandes armées, participation à un mouvement insurrectionnel, atteinte à l'ordre public et les violences contre le personnel et les structures de santé. OK. Donc, voilà. Président, puisqu'on est dans un cas, dans une démarche pédagogique, je vais vous donner 2 cas pratiques. D'accord. Moi, par exemple, lorsqu'il y a eu les événements de 2011, à la suite de la crise post-électorale, j'ai été condamné pour 9 chefs d'accusation, dont tous les crimes que vous venez de citer. N'est-ce pas? Il y a des personnes, par rapport à cela, c'est vrai que moi j'ai été acquitté totalement, mais personnes ont été condamnées pour cela, dans un contexte politique. Je prends un autre cas pratique. Vous vous souvenez bien que l'affaire Jacques Mangwa, un élu du PDC-RDA, qui il y avait une disposition, enfin, il a constaté que chez lui, il y avait des caches d'armes, des armes, et lui-même, il a informé la force publique, donc la gendarmerie, et quand ils sont venus constater, c'est lui qu'ils ont poursuivi cela. Est-ce que qualifier, ça veut dire que ne pas être précis dans cet alinéa, dans le code pénal, n'est pas liberticide? Ça, c'est le premier point. Maintenant, troisième chose que je voudrais vous emmener, c'est troisième chose d'ailleurs, mais on dit est puni des mêmes peines quiconque, ça c'est l'alinéa 2, le deuxième paragraphe, est puni des mêmes peines quiconque organise des collectes en vue de paiement des condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions. Bon, comme je comprends, c'est quoi? Ça veut dire qu'on condamne un de mes proches à 2 ans de prison et on dit qu'il a une amende de 5 millions à payer aussi. Il finit de purger ses 2 ans de prison et les 5 millions d'amende, je veux l'aider à pouvoir payer cela pour qu'il soit libre, même s'il a violé, même s'il a fait autre crime. Parce que je l'aide à le faire, je peux être poursuivi. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit comprendre cette disposition? Il va répondre à la question. D'accord. Merci beaucoup. On va revenir encore à la lecture du texte. Allons-y. Ça va nous permettre de comprendre. Tout à fait. Aujourd'hui, on va beaucoup lire les textes. Un très bon exercice. Parce que quand on ne lit pas, on peut parler, Monsieur, vous n'avez pas la parole, je vous en de prie. beaucoup de choses. Allez-y, monsieur. Quand on lit, ça permet de comprendre de quoi on parle. Effectivement. On dit est puni des peines prévues à l'article 184, deuxièmement. Quelles sont les peines prévues à l'article 184, deuxièmement? C'est la peine d'emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 300 000 à 3 millions de francs. Oui. Quiconque fait l'apologie des crimes. L'apologie des crimes, c'est quoi? Qu'est-ce que vous entendez par apologie? Voilà. D'abord, il faut qu'on se mette d'accord sur C'est ça. ça, allons-y. le terme. L'apologie d'un crime, c'est le fait de valoriser un crime, de considérer que ce crime-là, c'est une bonne chose et qu'il est bon de commettre un tel crime. Je donne un exemple. Vous avez, par exemple, le crime de meurtre dont on a parlé. Si je viens sur ce plateau et puis au cours d'une émission, je dis qu'il est bon de commettre des meurtres, il faut tuer les gens, c'est une très bonne chose de le faire. Si je fais une telle affirmation et que je montre que le meurtre, qui est un crime, qui est quelque chose de répréhensible, mais moi je le valorise, je lui donne un jour positif. C'est ce qu'on appelle l'apologie. Donc valoriser quelque chose. On a parlé dans le texte également du code pénal de la réduction à l'esclavage. Vous savez par exemple que dans beaucoup de traditions, longtemps avant la colonisation, il y avait des gens qui possédaient des esclaves. Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont plus possibles. Bien sûr. Alors quelqu'un peut être nostalgique de cette époque
et puis vous dites, ah mais il faut qu'on revienne à cette époque ancienne où on avait des esclaves. Il faut qu'on fasse de l'esclavage. Il faut qu'on, ces groupes-là qui étaient nos esclaves, il faut qu'on les ramène à faire le travail pour qu'ils soient nos esclaves. Il faut que vous le faites de façon publique. En annonçant, vous faites l'apologie de l'esclavage. Donc vous appelez à les gens à comprendre que c'est une bonne chose que de faire l'esclavage. C'est ça l'apologie. Donc tous ces crimes qui sont cités ici, toutes ces infractions qui sont citées, dont ceux qu'on a cités notamment atteinte à l'ordre public et tout, lorsque vous faites l'apologie pour montrer que ces infractions-là sont bonnes à commettre et qu'il faut le faire, vous commettez l'infraction d'apologie de crime. Si on est d'accord sur cette compréhension, ça on a bien compris. On peut avancer. Avançons maintenant sur le deuxième point mentionné. Sur le deuxième point, que dit le deuxième point? Lance des appels au public dans le dessein de faire désapprouver l'autorité. Oui. Et, pas où? De provoquer? Et de provoquer la solidarité avec un ou plusieurs condamnés pour l'une des infractions prévues par l'article précédent, c'est-à-dire le 184, Oui. ou par l'alinéa premier du présent article. Quelle est l'infraction prévue par l'alinéa premier du présent article? Les crimes. C'est le meurtre. Non. Les crimes. C'est l'apologie, pardon. L'apologie. C'est l'apologie de crime qui est prévue par l'alinéa premier du présent article. Donc on ne dit pas que celui qui provoque à la solidarité pour un crime qui est commis quelconque est concerné par ce texte. On n'a pas dit prévu à l'alinéa, on dit prévu par l'alinéa. L'alinéa prévoit une infraction qui est l'apologie de crime. À l'article 184, l'infraction qui est prévue, c'est la provocation à commettre des crimes. Donc, ce sont ces deux infractions-là. Et donc, celui qui, après la condamnation de quelqu'un pour apologie de crime, donc, qui demande qu'on se solidarise de l'apologiste. Ça veut dire quoi, se solidariser de l'apologiste? C'est-à-dire que vous approuvez son action et vous êtes d'accord avec le fait qu'il ait fait l'apologie. Est-ce que ça nous éloigne du terme sympathiser avec sa condition de condamné? Vous pouvez sympathiser avec la condition d'un condamné ou vous compatir à la situation du condamné. C'est le terme. Mais vous pouvez le faire. Mais lorsque vous venez lancer des appels publics pour désapprouver la décision et demander à ce qu'on soit d'accord avec celui qui a demandé qu'on fasse l'apologie, à ce moment-là, vous venez vous associer à son apologie. C'est de ça qu'il s'agit ici. Il faut bien qu'on comprenne bien. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que dit le texte. Marius Komoé, question et ensuite oui, en fait, moi, après avoir écouté M. le directeur, je comprends donc l'apologie comme étant justement un louange, comme une glorification. C'est ça. Voilà, que l'on fait d'une situation qui est d'ailleurs punie par nos lois. Tout à fait. Au regard des textes que vous venez de dire. Exactement. Donc, à différence, faut pas, on peut compatir, mais pas se solidariser. Il faut bien faire le distinguo. Pas lancer des appels publics pour demander à ce qu'on soit d'accord et qu'on se solidarise avec ça. Donc je reviens toujours à mon exemple. Oui. Quelqu'un dit, nous souhaitons revenir à cette époque ancienne où nous avions des esclaves, où nous étions des chefs, et que c'est une bonne chose de faire l'esclavage. Il fait l'apologie de l'esclavage. On le prend, on le condamne pour apologie de l'esclavage. Et quelqu'un d'autre vient dire, ah non, moi je suis d'accord avec lui. Je demande à ce que nous le soutenions dans son action. Parce que ce qu'il a dit, c'est une bonne chose et nous sommes d'accord avec lui. C'est ce que punit l'alinéa 2. Donc je termine. Non, je n'avais pas terminé. Hein. Allez-y. Alors, donc, moi, ce qui me dérange tant soit peu, ce n'est pas en fait l'alinéa 1, c'est-à-dire faire l'apologie qui est d'ailleurs dans tout pays contraire justement à l'expression même de la démocratie et à l'expression même d'une vie en République. Tout à fait. Parce que la vie en République, c'est bien évidemment le respect des lois. Et là où nous nous sentons un peu, nous trouvons que le texte est un peu liberticide, parce que je me mets dans ma peau de leader d'organisation de la société civile. On dit, est puni des mêmes peines quiconque organise des collectes. Herman en a parlé, et je reviens là-dessus, en vue du paiement des condamnations pécuniaires prononcées pour l'une de ces infractions. Ce n'est pas parce que l'individu il a été condamné et qu'il est un criminel reconnu que l'on ne peut pas, même les condamnés à mort ont quand même droit à une compassion. Tout à fait. Et si d'ordinaire nous jugeons nécessaire de l'aider justement à payer j'allais dire son amende. Mais en quoi cela constitue un problème? Au point d'être tout de suite nous-mêmes passibles d'une condamnation, d'une peine de condamnation de 10 ans. Il va expliquer. Très bien. Mais est-ce qu'on est d'accord sur l'explication qui a été donnée pour l'alinéa 2? Pour l'alinéa 1, ça ne cause et aucun l'alinéa problème. 2.
L'alinéa 2... que j'ai donnée tout à l'heure, est-ce que ça vous avez compris? Est-ce que vous l'avez compris, Marius? Je l'ai bien compris, mais là encore, ça me cause un peu de problème. Parce que je me vois moi-même demain derrière les barreaux. Est-ce que vous êtes Déjà, prêt? pourquoi? Ah oui, parce que je suis leader d'opinion. Vous êtes leader. Imaginez que tout de suite, avec tout respect, je vous donne, monsieur le directeur. Imaginez que tout de suite, ensemble avec les membres des organisations que nous dirigeons, nous décidions tous de façon, j'allais dire, unilatérale, de décider d'aller, par exemple, à une situation de protestation contre un ordre établi. Que nous jugeons justement en violation totale de nos droits. L'État peut faire souvent aussi des erreurs qui touchent justement au pouvoir d'achat et au bien-être des populations. On peut dénoncer. Quand je dis l'État, je ne vois pas uniquement, exclusivement les gouvernants, les membres du gouvernement et autres. Je vois également les collectivités. Un maire peut prendre une décision, un président de conseil régional, mais c'est l'État également, c'est l'autorité. Mais s'ils ont pris une décision qui viole allègrement et sans vergogne nos droits dans nos communes, dans nos régions, et par exemple, un maire peut faire des appels à l'ethnicisme, au régionalisme. Mais comme c'est une autorité qui réunit dans sa région des individus et suscite justement au sein de cette communauté des comportements qui pourraient naturellement mettre en danger la vie des autres communautés dans sa région. Mais on n'est pas obligé, on n'est pas quand même censé de dénoncer cela, puisque c'est une autorité qui a décidé ou qui a fait cela, ça cause problème en fait. Il va répondre à la question. D'accord. Je vous remercie. J'ai bien compris ce que vous avez dit. Merci, monsieur le directeur. Mais ce que vous avez dit n'a rien à voir avec ce texte. Vous nous envoyez rassurer, expliquez-nous. Ça n'a rien à voir. Dites-nous. Vous voyez, on est dans l'article 185. Très bien. L'article 185 commence par parler d'apologie. N'est-ce pas? Oui. Et on vous dit celui qui se solidarise avec le condamné pour apologie. Donc, on n'est pas dans le schéma que vous avez présenté. On est complètement en dehors. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, le dernier point. Il est encore dans le même schéma. Il ne s'agit pas ici de parler de quelqu'un qui est compatissant et qui estime que la personne n'a pas les moyens de payer son amende. Par exemple. Et que, bon, comme par charité, nous voulons lui apporter un soutien pour qu'il paye son amende. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit ici d'organiser une collecte en vue du paiement. La collecte, ça montre une idée d'association pour aller soutenir la personne en payant son amende. Mais ça peut être quelque chose de spontané sans que les gens se soient mis en association. Oui, mais c'est ça l'esprit. Ça s'inscrit dans le même esprit. Ce n'est pas détaché. Quand vous détachez la lecture de cet alinéa de ce qui est plus haut, vous sortez complètement de la compréhension du texte. Donc la vision que vous aviez, c'est que une association, ou je me trompe peut-être, ou un groupe de personnes décidant de soutenir par des moyens financiers un condamné est aussi passible de la même peine qu'il a subie. Non. Ah, très bien. Pas un condamné. D'accord. Mais celui qui est condamné pour apologie bien sûr, ou pour provocation à commettre des crimes, lorsque vous organisez des collectes de façon publique pour l'aider à payer, pouvoir dire que c'est pour aller payer son amende, vous vous associez de façon indirecte à son apologie. C'est de ça qu'il s'agit dans ce texte. On va permettre à Barry de pouvoir parler, il n'a pas encore fait. Allez-y, Barry. Donc, selon vos explications, si je comprends bien, je peux me tromper. Vous dites que l'alinéa 2 ou 3 est puni des mêmes peines quiconque organise des collectes en vue du paiement des condamnations. Ça veut dire que c'est lorsque c'est fait publiquement que c'est répréhensible, ou bien ils peuvent se retrouver en aparté et aller payer l'amende. C'est une question de compréhension. Si vous vous retrouvez en aparté pour aller payer l'amende, comment on saura que vous avez organisé une collecte? Une collecte. Ah, très bien. Voilà. C'était pour la clarification. Parce que pourquoi on parle d'organiser une collecte, ça suppose que vous avez fait quelque chose de tellement visible et que ça montre votre adhésion à l'action de l'apologiste. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, deuxièmement, il y a quand même un certain nombre de personnes avec qui moi j'ai discuté, par exemple, qui trouvent que vraiment le code pénal, comment dirais-je, limite la liberté d'expression. Quel commentaire vous faites? D'accord. Sur la question de la liberté d'expression, je pense qu'il faut faire une nuance. Allez-y. Lorsque les tribunaux rendent des décisions, on peut ne pas partager la position du tribunal. Vous avez certainement suivi que lorsque un procès a lieu, au sortir des procès, vous voyez les avocats des parties condamnées qui viennent dire non, mais le tribunal a rendu une mauvaise décision.
Tout à fait. Le dossier était complètement vide. Ils vont faire Nous allons appel. faire appel. Nous ne sommes pas d'accord avec cette décision qui n'est pas conforme au droit. Les juges n'ont pas appliqué la loi. Mais si on devait considérer que ça, c'était cette infraction-là, tous les avocats seraient en prison. Ah, Tous les avocats seraient en prison. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. très bien. Le fait de critiquer une décision, c'est tout à fait normal. Sinon, on n'aurait pas prévu les voies de recours. On n'aurait pas donné la possibilité à des enseignants de nous former à la fac de droit pour nous dire que telle juridiction a rendu telle décision, faites un commentaire et qu'on puisse dire que cette décision est mal rendue. Tout à fait. On n'aurait pas les ouvrages des enseignants qui sont publiés dans tous les pays du monde qui critiquent les décisions. On n'aurait pas les articles, des commentaires, des décisions qui désapprouvent ou qui considèrent que ces décisions-là ont été mal rendues, que le juge a mal appliqué la loi. Mais ça fait partie du quotidien, de la vie, du droit. Et d'ailleurs, c'est ça même qui fait vivre le droit. C'est cela. C'est par rapport aux critiques qui sont faites aux décisions que le droit évolue. Et c'est justement pour ça qu'on peut faire appel. Et donc, il faut contextualiser cette question-là. C'est bien pourquoi la il faut le comprendre. lire dans le cadre de l'article C'est ça. 185 et le mettre en rapport avec les points qui sont ici. Surtout en rapport avec Daouda, le la point parole, 1. Daouda, Tout à la fait. parole, je vous en prie. Daouda et ensuite Monsieur Herman. Ako, vous excuserez ma candeur. Et comme nous sommes dans un exercice pédagogique pour nous-mêmes et pour tous les Ivoiriens, donc je vais vous donner un cas pratique. Et on va l'exercer comme si nous étions dans une faculté de droit. Allez-y, Daouda. Après toutes les explications que vous venez de donner, je veux comprendre si bientôt on est dans les élections présidentielles qui vont commencer. Je prends M. Laurent Gbagbo par exemple, ou bien un de ces lieutenants qui demandent à leurs militants et sympathisants de descendre dans la rue pour manifester. Et lors de cette manifestation-là, il y a des casses, il y a pillage. Des gens vont aller en prison. Est-ce qu'ils tombent sous le coup de cette loi? Première question. Et la deuxième relance, c'est de savoir maintenant si d'autres personnes s'élèvent pour lancer un autre appel, tombent-ils sur le coup de la loi? Parce qu'en Un vérité... appel disant quoi, Daouda, justement? Un Les appel, autres personnes. un appel Oui, il faut qu'il soit qui appelle précis. à soutenir ceux qui ont été pris, ceux qui ont été Voilà. emprisonnés Voilà. de façon claire et nette. Est-ce que celui qui a lancé l'appel à aller manifester dans la rue tombe sous le coup de l'article 185 du Code pénal et ceux qui lancent l'appel derrière pour les soutenir, payer leur amende, tombent-ils sur le coup de cette loi? Parce que c'est de là que résulte D'accord. la véritable problématique. Allez-y, monsieur Ako. Merci beaucoup. Vous savez que les partis politiques, pour pouvoir exercer, se conforment à la loi. Moi, je ne connais pas de parti politique qui ait pour vocation de ne pas appliquer la loi. Bien sûr. Or, pour pouvoir manifester, il y a des règles, n'est-ce pas? Bien La sûr. Constitution a prévu les mécanismes pour pouvoir faire des manifestations. Le droit à la manifestation, ça fait partie des libertés publiques. C'est ça. Donc, tout parti politique, toute association peut exercer ses libertés publiques. Donc, ces libertés publiques s'exercent conformément aux règles qui sont définies par les textes. Il peut y avoir des débordements, on est d'accord. Mais c'est Et pour- ces débordements c'est pas justement pour éviter que les citoyens ne fassent des actes contraires à la loi que le code pénal existe. Donc, il y a des aptitudes qu'il ne faut pas avoir. On dit par exemple que le vol est puni, l'escroquerie est punie, C'est ça. le meurtre est puni. Mais si vous allez commettre un meurtre, on va vous juger pour cela. Donc, les infractions, chaque infraction a ses éléments constitutifs. Et pour chaque cas, on appréciera si les faits qui sont présentés rentrent dans la qualification de l'infraction et ce sera puni. Donc, Pardon, Herman, juste une petite précision. Daouda, allez-y. Comme nous sommes en droit, et généralement, on sait que la masse n'a pas de conscience. Imaginons que dans un mouvement de groupe, il y a une situation. Est-ce que tous ceux que vous avez pu prendre, ils tombent sur le coup de cette loi? d'accord. Vous savez, en droit pénal, la responsabilité est personnelle. C'est clair. Elle n'est pas collective. collective. Il n'y a pas de responsabilité collective. Donc, celui qui fait un acte est personnellement responsable de l'acte qu'il accomplit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que je peux vous répondre. D'accord, merci monsieur Akou. Herman, Vraiment, je suis un peu inquiet. pourquoi Herman? Pourquoi je suis inquiet? Parce que ça, je me permets, avant de vous poser la question, de donner un peu mon Allez-y. opinion sur la question. On a une loi qui était là, qui était bien précise quand on parle de crimes, de meurtres et autres, qui spécifiait cela. Aujourd'hui, on met juste un mot, crime. Et dedans, comment on appelle, le magistrat ou bien la force qui accuse peut mettre à l'intérieur toutes les qualifications qu'il souhaite de donner. Parce que l'apologie d'un meurtre, l'apologie d'un crime, franchement,
c'est qualifié par celui qui nous accuse. Donc, à la limite, si c'est avéré que parce que tu es rentré dans cette qualification-là, tu es sur le coup, on va te condamner au regard de cela. Vous voyez bien que la démarche de l'exercice auquel vous êtes confronté, Daouda, ça vous a quelque peu posé un problème, même si vous avez quand même eu de la répartie. Comment? Parce qu'ils vous donnent des cas pratiques et vous revenez sur les crimes qui sont individuels et autres. Ça veut dire que demain, effectivement, il peut y avoir ces gens d'actes de fait et les gens seront... Est-ce que ce n'est pas en train de préparer l'opinion à certains conflits qui seront des conflits politiques? Très bien. Maintenant, vous posez ma question. Une constante de la liberté d'expression, vous avez bien fait de le dire, c'est la critique. C'est elle qui permet, entre autres, à la société d'évoluer. Vous avez vu les débats sur l'avortement, sur les homosexuels, ça a évolué jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que toute loi, lorsqu'on sent qu'elle limite la liberté des gens à pouvoir s'exprimer, on fait en sorte de les nettoyer. Pourquoi est-ce que l'ancienne monture de la loi, elle est beaucoup plus... elle permet plus la liberté d'expression que la nouvelle monture qui est là. Vous pouvez interpréter avec les interprétations des juristes, il y en a ça à foison. On va répondre à la question. Est-ce que les populations ne doivent pas s'inquiéter au regard de cela? Et je vous dis qu'on est dans un contexte politique et on sait comment est-ce que les condamnations vont souvent dans les condamnations dans le contexte politique. Monsieur Ako, c'est à vous. Merci. Je vais commencer par la dernière question. Vous avez dit tout à l'heure dans votre intervention que l'ancienne loi, c'est-à-dire la loi de 2019, donnait plus de liberté d'expression. L'alinéa premier, sinon l'alinéa 2, il est liberticide. Bon, il va répondre aux questions, je vous en prie. Allons-y. D'accord. Donc, l'alinéa premier, pour répondre à ça, puisque c'est par ça que vous avez commencé, on parle d'apologie de crime. Mais comme vous le voyez sur le tableau, ça ne se limite pas au crime. Il y a aussi certains délits. Destruction d'édifices et autres. Voilà, destruction d'édifices, de vol. Pillage. N'est-ce pas? Le pillage, c'est un crime. Donc, quand on dit crime, ça rentre dans le groupe. C'est des familles. Vous savez, en droit, il y a, pour les infractions, il y a une classification. Il y a les contraventions qui sont les infractions les plus faibles. Il y a les délits qui sont les infractions prévues de punir jusqu'à 10 ans. Et puis, il y a les crimes qui sont les infractions les plus graves. N'est-ce pas? C'est ça la classification. Donc, quand on dit crime, c'est en fonction des infractions qui ont une peine supérieure à 10 ans. Okay? Donc, pour le juriste, il sait que quand une infraction est punie d'une peine supérieure à 10 ans, c'est un crime. Maintenant, lorsqu'on met crime de meurtre, de pillage et d'incendie d'édifices, et que vous dites que c'est plus favorable à la liberté que d'élargir à crime, je ne pense pas comme vous. Pour la simple raison... Pourquoi est-ce que je dis que c'est favorable? Simplement parce qu'au moins on a le détail. Crime de meurtre, on sait que c'est quelqu'un qui a tué quelqu'un. Crime de pillage, on sait qu'il a pillé et autres. D'incendie, on sait qu'il a incendié. Mais lorsque vous mettez crime et que vous dites que même celui qui a participé à une manifestation il y a des casses, non. il peut répondre pénalement. Laissons-le répondre à la question. Vous n'avez pas bien compris. Allez-y, monsieur. Donc, quand vous parlez du caractère plus libéral qu'avant, en parlant des manifestations, ce n'est pas dans crime. Ça se trouve au chapitre 2 et 3. C'était déjà là. C'était déjà là. Oui. Ce n'est pas nouveau. Ça ne vient pas d'arriver. La seule chose qui vient d'arriver, pour parler de façon simple, c'est crime, où c'est plus élargi. Sinon, la question des atteintes à l'ordre public sont déjà prévues depuis 1981. Mais donc, la linéa 2, là, il faut... On va élargir le débat. Vous ne proposez pas sa modification au président de la République pour qu'il envoie cela à l'Assemblée nationale? Là, c'est une autre approche. Vous pouvez dire... Vous êtes des juristes. Vous pouvez dire... ministère de la Justice, après avoir vu ce texte, nous pensons qu'il peut poser problème. Nous souhaitons que vous puissiez envisager sa réforme. Ça, c'est un fait. Maintenant, un autre Est-ce que vous envisagez la réforme? Un autre fait qui consiste à dire que le ministère de la Justice a introduit ce texte-là pour empêcher les gens d'avoir plus de liberté, ça, c'est autre chose. Puisque la preuve, ce texte était déjà là. Donc, la réforme qui a été proposée a consisté seulement à élargir le champ du crime. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de l'esclavage. L'esclavage aujourd'hui est un crime puni par le code pénal. Quelqu'un qui fait l'apologie de l'esclavage ne peut pas être puni sur la base de ce texte-là. Parce que l'esclavage n'est pas cité parmi les crimes qui sont là. Mais aujourd'hui, en disant crime tout court,
tout ce qui est crime est pris en compte. Très bien. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Ako, Oui. tout à l'heure dans vos propos, vous avez dit, si vous estimez qu'il y a des choses à revoir, vous pouvez dire, ministère de la Justice, attention, on devrait peut-être regarder meilleurement ce texte-là, puisqu'il suscite débat, s'asseoir et discuter, même si cela date Est-ce de que vous pensez à la question? 1981. Est-ce que c'est un projet qui est éventuel? Mais c'est ce que nous faisons toujours. Pour vous donner, peut-être que vous ne le savez pas, toutes les réformes que nous faisons au sein du ministère de la Justice, nous prenons soin d'échanger avec les différents acteurs. Aujourd'hui, nous sommes Lesquels? les acteurs judiciaires notamment, judiciaires, des magistrats, des avocats. Aujourd'hui, nous sommes le 11 juin. Non? Tout à fait, 11 juin. La semaine dernière, nous étions à Bassam pour un atelier d'évaluation de l'application des lois civiles sur le mariage, le divorce et tout. Nous avons fait appel aux magistrats pour nous dire quel est le retour qu'ils ont dans l'application des textes. Tous ces textes sur le code pénal ont fait l'objet d'échanges avec les avocats, les magistrats, les organisations de la société civile dans les années depuis 2013. C'est ce travail qui a abouti à la réforme de 2019. Aucune œuvre n'est parfaite. D'ailleurs, nous avons fait quelques modifications il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, nous venons faire cette modification, mais les modifications, ça fait partie du travail quotidien. Donc, on peut assister à une modification de ce texte. Rien n'empêche. Si un texte pose problème, notre rôle, justement, c'est d'écouter, de tirer les enseignements pour pouvoir décider de faire la réforme. Donc, ça, ce sont les choses que nous faisons au quotidien. Permettons, Herman, parce que Barry demande la parole depuis longtemps. Allez-y. En fait, je voulais savoir, pour les citoyens qui ne sont pas d'accord avec cette loi, quel recours ils ont? D'accord. Pourquoi les citoyens ne sont pas d'accord avec cette loi? Moi, ma position peut ne pas être juste, hein, mais la position que j'ai, c'est que les citoyens n'ont pas compris. Je viens de donner des explications. Si vous avez compris mon explication, est-ce que ça vous pose encore problème? C'est ça la question. Parce que votre crainte, certainement, c'est de dire que l'application de ce texte peut glisser vers autre chose. N'est-ce pas? C'est ça votre crainte. Mais est-ce que si on l'applique tel qu'on l'a expliqué, est-ce que ça pose un problème? L'apologie du crime. Soutenir un apologiste de crime. Est-ce que ça pose un problème? Mais si pour c'est de ça qu'il s'agit. Si pour un citoyen, justement, la question est justement ne comprennent pas. Toujours pas. Est-ce qu'ils ont un recours? Si oui, auprès de quelle institution de la République ils font le recours? Mais vous pouvez écrire au ministère de la Justice très bien. Pour dire, bon, voilà, ce texte-là, ça nous pose tel problème. Nous proposons qu'il soit réformé dans tel sens pour tel motif. Très bien. Il y a également des décisions de justice qui nous amènent à réformer les textes, parce qu'on se rend compte que dans l'application, ça pose problème. On a réformé des textes ainsi. Dans le code de procédure pénale, il n'y a pas très longtemps, on a changé une disposition en matière de recours en cassation, en tenant compte d'une décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Donc, c'est pour dire que ce sont des choses que nous faisons au quotidien. Très bien. Voilà. Daoud a une question pour vous. Monsieur Ako, vous voyez que ça fait quelques jours que vous êtes un peu dans les médias depuis la sortie de cette nouvelle loi. Il y a une maxime en communication qui dit que quand une communication commence à susciter beaucoup d'interprétations, beaucoup de supputations, c'est que sûrement elle est mauvaise dans son fond. Personne ne l'a compris. Vous êtes obligé de vous expliquer, réexpliquer pour qu'on arrive à comprendre. Concrètement, est-ce qu'au ministère de la Justice, qui est géré par M. Sansan Kambile, c'est bien ça? Est-ce qu'en matière de communication, vous n'avez pas, pour parler de façon triviale, vous n'avez pas foiré quelque chose? Non, pas du tout. Je ne pense pas qu'on Parce que si vous communiquez sérieusement sur ces lois, les Ivoiriens ne seraient pas là en train de tergiverser. Et au même moment, dans la même calebasse, j'ai même aussi les députés qui n'expliquent rien aux Ivoiriens. D'accord. Je pense que... Comment est-ce que vous comprenez le mot foiré, Daouda? Non, quand je parle de foiré, c'est-à-dire qu'en réalité, la communication n'a pas été bonne. Il y a eu des manquements. Allons-y. Même si on sait que vous allez nous sortir la fameuse phrase « Nul n'est censé ignorer la loi ». Il va répondre, Daouda. Je pense que le ministère de la Justice fait quand même des efforts. Le ministère de la Justice a un site sur lequel, lorsqu'un texte est adopté, il fait l'effort de communiquer sur les dispositions qui ont été Monsieur Ako, permettez que je vous coupe juste. Non, je comprends comprends ce qu'il veut dire. Mais l'idée, c'est que quand vous dites on fait des efforts, parce qu'à la vérité, les textes écrits comme ça, beaucoup de personnes ne le comprennent pas. Or, il faut l'expliquer en français facile aux gens. Très bien, il va répondre à la question. Il va répondre. C'est ce que je viens de faire. Est-ce que je n'ai pas fait une explication en français facile? Il a fallu la polémique. Non, mais c'est parce que la polémique est née qu'on a oublié d'expliquer. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'augmentation de la peine de la torture. Il n'y a pas eu de polémique dessus, on n'a pas besoin de parler de ça.
Mais si vous considérez qu'il y a une question sur ce point qui vous pose problème, mais nous allons en parler. Et nous sommes ouverts à toutes les discussions. Très bien. Marius, et on va terminer. Monsieur le directeur, j'ai souvenance qu'en 2002, à l'occasion de la crise post-électorale, que dis-je, à l'occasion de la crise militaro-politique que ce pays a connue, une certaine presse, à l'époque, faisait l'apologie de la rébellion. On s'en souvient bel et bien, et vous certainement avec nous. Et à cette époque, les gouvernants d'alors avaient mis en œuvre ces dispositions qui existaient dans nos textes de loi depuis 1981, comme vous l'avez souligné. Ouais. À cette époque, on avait parlé de entorse à la liberté de la presse. Que le régime d'alors faisait des entorses à la liberté de la presse. Aujourd'hui, sous ce régime-là, comme l'a dit Daouda, pourquoi véritablement revenir à un an des élections présidentielles, revenir à l'Assemblée nationale pour reparler encore de ces textes? Non. Bon, on avait déjà parlé de cela, mais il va revenir parce qu'on va terminer. D'accord, je pense que j'avais déjà expliqué. Mais s'il insiste, peut-être qu'il faut déjà expliqué pourquoi. Maintenant, peut-être c'est le lecteur politique qui a, comme la grille de lecture que les hommes politiques ont, n'est pas la même grille de lecture que nous, les juristes, on a. Je ne suis pas à l'aise pour pouvoir dire pourquoi est-ce qu'un politique fait cette lecture. Il a peut-être raison, il a peut-être tort, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que voilà ce qui a justifié la modification. Et elle est là, et elle est visible. Et toute personne qui lit peut le comprendre. Et après les explications, est-ce qu'on peut dire que quand on dit apologie de crime, ça peut contenir autre chose que ce que ça veut dire? Et pour terminer sur ce point, je vais vous mettre à l'aise. Vous savez que le droit pénal est une matière particulière qui a elle-même, lui-même, sa propre grille de lecture, à donner les mécanismes par lesquels on doit lire un texte du Code pénal. C'est très particulier. Je vais vous lire l'article 14 du Code pénal. Allez-y. Le juge ne peut qualifier d'infraction et punir un fait qui n'est pas légalement défini et puni comme tel. Donc, on ne peut pas dire que tel comportement, même s'il est mauvais, on punit la personne alors que le Code pénal n'a pas prévu. Vous vous souvenez qu'il y avait... on téléphonait ici au volant, à tout moment, il n'y avait pas de problème. C'est ça, jusqu'à ce qu'il y ait un test pour venir punir. À ce moment-là, même si on considérait que ce comportement était mauvais, on ne pouvait pas condamner pénalement cela, tant qu'un test ne vient pas le dire. C'est ce que ça veut dire. Il ne peut prononcer d'autres peines et mesures de sûreté que celles établies par la loi et prévues pour l'infraction qu'il constate. Donc, pour prononcer une peine, il faut qu'il applique la loi. Deuxième article, article 15. Et on va chuter. La loi pénale est d'interprétation stricte. Et troisième article, ce n'est pas long du tout, la loi pénale est d'application restrictive. L'application par analogie d'une disposition pénale à un fait qu'elle n'a pas prévu est interdite. Donc, c'est exactement ce que vous avez voulu faire. Vous avez voulu faire une interprétation par analogie de ça à d'autres situations que la loi n'a pas prévues. Très bien. Très bien. Monsieur Ako, alors c'est notre premier passage, je tiens à le dire, parce que cet exercice, il faut le répéter souvent. Même sur des textes-là qui ne sont pas passés en plénière ou adoptés, il faut répéter pour à l'effet justement de donner votre compréhension et votre vision et qu'un questionnement soit fait pour éclairer la lanterne des Ivoiriens. En tout cas, on remercie le ministre de la Justice. Merci on vous remercie, on remercie le ministre de la Justice. Nous sommes là. S'il vous plaît, permettez à ce que je... Oui, je vous... Je suis déjà passé sur ce plateau et avec pour parler d'une nouvelle loi qui venait d'être adoptée concernant les majeurs protégés. Oui. Ça fait partie de ce que nous faisons pour communiquer sur les tests. Non, désormais, donc, on sera toujours ensemble. Nous sommes à votre disposition pour vous expliquer les tests que le ministère de la Justice propose et qui sont adoptés pour que la population comprenne ce que ça signifie. Merci beaucoup, Monsieur Ako, d'être venu. Il faut retenir que vous avez expliqué la loi et que selon vous, elle n'a aucun relent politique. Vous l'avez expliqué dans son contexte. Merci infiniment. Remerciements donc au ministère de la Justice, à Monsieur le ministre de la Justice, qui nous permet de vous avoir pour éclairer la lanterne des Ivoiriens. Si toutefois nous constatons qu'il y a encore débat et polémique, rassurez-vous, vous serez donc encore sollicité pour venir échanger et avoir une conversation avec nous. Merci infiniment. Est-ce que ce que j'ai dit aujourd'hui n'est pas suffisant pour éclairer la population sur la position? C'est là. Moi-même. C'est pas grave. Même si ce que je peux ajouter, c'est que on a terminé on a expliqué. Oui. Mais si quelqu'un estime que ça ne le convainc pas, qu'est-ce que je peux y faire? C'est pas grave. Il va vous écrire et vous allez revenir encore. Voilà, on va être pédagogue. Merci beaucoup. Vous êtes magistrat hors hiérarchie, directeur des études et de la législation au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Merci beaucoup. À tout de suite.
Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. On va faire un point sport et puis progresser dans notre déroulé. Alors, vous le savez bien, les éléphants de Côte d'Ivoire ont joué aujourd'hui contre le Kenya 0-0. Mais avant quelques jours, on a eu donc ce match Côte d'Ivoire-Gabon. On a gagné par un but de Seko Fofana. Barry, réaction? D'abord, c'est deux matchs différents. Hein. On sait tous que jouer en Afrique de l'Est, c'est très compliqué à cause de la géographie. C'est les terrains qui sont en hauteur. Les éléphants ont pu ramener au moins un match nul. Et ils ont battu le Gabon. Ça fait 4 points sur 6. Moi, je pense que c'est bon à prendre. C'est vrai qu'on aurait souhaité gagner les 6 points sur 6. Mais 4 points, ce n'est pas à refuser parce que quand vous voyez les autres nations qui ont joué là-bas, l'Algérie a été malmenée par l'Ouganda. Finalement, ils ont pu s'imposer 2-1. Et je crois qu'il y a l'Égypte aussi qui a été accrochée un but partout. Le Sénégal n'a pas encore joué, mais je pense que les favoris actuellement, parce que même le Ghana a été titillé à domicile par la Centrafrique. Donc, il ne faut pas que les Ivoiriens s'en prennent à l'équipe. Il ne faut pas qu'on soit découragé, c'est ça? Il ne faut pas se décourager. L'objectif, c'est la Coupe du Monde. Avec 1-0, il faut y aller, c'est tout. Daouda, pour ce match Côte d'Ivoire-Kenya, Daouda. Barry dit que c'est à cause de l'altitude, c'est cela? Non, c'est ceux qui jouent en Afrique de l'Est, voilà, c'est ça. C'est pas évident, l'altitude nous aurait fatigués. Vous, est-ce que vous avez aimé le casting, la sélection? Non, moi, je n'ai pas aimé le casting, mais je pense que Faye Mess, même s'il nous a ramené la coupe, souvent, il est important d'attirer son attention. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, Daouda? Non, par exemple, aujourd'hui, c'est le système de jeu que... Quand on regarde le match que nous avons joué contre le Gabon, et le match qui a été joué, l'équipe qui a été placée face au Kenya, aujourd'hui, oui. Franchement, il y a eu beaucoup de changements dans l'équipe. Notamment, on a un Kosonou qui ne joue pas. La dernière fois, on jouait à 3. Cette fois, on joue à 4. Avec un Lazare devant. On a des joueurs qui pêchent. Il n'y a pas Sébastien Haller qui joue. Bon, franchement, il n'est pas à 100%. Même s'il n'est pas... Le même Sébastien Haller était franchement à 10%. Il nous a donné la coupe de la plus belle CAN jamais organisée dans le monde. Donc, Sébastien Haller, même diminué, peut toujours faire quelque chose. Il ne faut pas l'oublier. Donc, j'attire l'attention du coach. Il ne faudrait pas qu'il vienne nous faire une gassée actuellement. Non, Daouda, c'est non, dur. Non, c'est dur, c'est vrai, mais il ne faudrait pas qu'il nous fasse une gassée actuellement. À chaque match, on va assister au renouvellement. Il ne faudrait pas oublier. C'est un tournoi. Donc, il faut prendre tous les points qu'on peut prendre. Ce serait inimaginable que la Côte d'Ivoire ne soit pas au rendez-vous du mondial. Et ça s'est fait avec des joueurs qui jouent avec constance tout le long du tournoi. Et qui marquent des buts. Voilà. Moi, je peux comprendre le point de Daouda, mais je ne serais pas être à la mise comme lui, parce que je me dis que quand même... après la CAN, il a quand même sélectionné de nouveaux joueurs qui doit essayer pour voir s'ils sont intégrés dans l'équipe, comment est-ce qu'ils peuvent jouer dans l'ensemble, dans le collectif. Donc moi, je pense que ces matchs-là, ça lui permet de tester des différents dispositifs. Mais en même temps, ce sont des matchs qui comptent. Hein, oui, ça compte, mais il n'a pas perdu de match. Il a gagné le premier, même si les gens estiment que le style de jeu n'était pas ça. Nous, et je vais prendre quelque chose que nous, les supporters d'Africa, on aime bien. C'est pas nous, c'est le point là, le nombre de points le nombre de points qui nous intéresse. Dès lors que face au Gabon, on a pris nos 3 points, qu'on ait joué avec la tête ou bien avec le genou, c'est les 3 points. Aujourd'hui, comme Barry l'a dit, on a quand même sur un relief qui est un peu difficile. On a quand même fait un match nul, on a pris 1 point. 4 sur 6, c'est bon à prendre. Mais avant Marius, pardon, j'aimerais faire une précision. Parce que là, vous êtes en train de faire un peu un peu comme dans la mauvaise foi de l'entraîneur algérien. Là. Si ce n'est pas la pluie, c'est le soleil. Si ce n'est pas le soleil, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est l'altitude. Non, mettez les bons joueurs pour qu'ils nous marquent des buts. Très bien, merci. Daouda, j'ai suggéré, j'ai montré 2 aspects. Tu n'as fait que voir un seul aspect. Oui, c'est ce que j'ai dit que le coach est en train d'essayer des dispositifs. Parce qu'il a recruté quand même 9 nouveaux joueurs, c'est ça qu'il est en train d'essayer, parce qu'il faut forcément les intégrer. Mais il faut comprendre ce résultat. Vous voyez bien que les masses gradées, tout cela n'était pas là, qui comptait dans son dispositif ancien. Donc aujourd'hui, il est en train d'essayer, il faut lui laisser le temps, surtout qu'il n'est pas en train de nous faire perdre le visage, on ne perd pas la face aux équipes que nous croisons. Contre le Gabon, je rappelle encore, on a gagné, on a pris les 3 points. On ne sait pas une équipe
en pleine compétition. C'est une compétition On n'est pas encore au officielle. mondial. Merci beaucoup. Mais Merci pour vos C'est points. le chemin pour arriver au mondial. Daouda Herman, merci pour vos points. Permettons à Marius Komoué. Marius Komoué, est-ce que c'est l'altitude qui nous a donné donc ce 0-0 ou vous pensez comme Herman qu'il est en train d'essayer un nouveau dispositif? Il faut être tolérant avec Emers Faye, notre sélectionneur. Au regard de l'ensemble du match, il faut dire que nous avons eu les plus nettes occasions de but. Ouais. Qui n'ont pas pu se faire, qui n'ont pas pu être concrétisées. Ça, ce n'est pas la faute de l'entraîneur. L'entraîneur fait un classement, les joueurs doivent mouiller le marquer, maillot. ouais. Quand vous faites un débordement sur l'aile gauche et que vous faites un retrait, plusieurs fois nous avons fait des percées sur les côtés, nous avons fait des retraits au milieu du terrain, mais le dernier geste a été... La faute à qui? Donc, vous mettez ça sur quel... Au manque de lucidité dans la dernière action. On aurait même pu perdre ce match parce que le Kenya a eu une occasion, étant entendu que dans la relance d'une balle, notre défense a pêché et le défenseur avait perdu la balle, récupérée par un attaquant kenyan. Malheureusement, ça passe à son malheureusement pour qui, homologue. Marius? Malheureusement pour eux. Voilà, mais heureusement pour nous. Heureusement pour nous, malheureusement pour eux. La passe de l'attaquant à son coéquipier a été récupérée par notre défense. Quoi qu'il en soit, il faut dire que nous sommes à une compétition. Oui. On n'a pas perdu. On a fait un match nul. On ne jouait pas avec des zombies. On jouait avec une équipe qui est aussi... qui a des qualités. Une équipe, aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. En plus, on jouait vraiment presque dans les zones. Et on l'a vu dans la CAN. Voilà, et bien évidemment. Donc, il ne faut pas tirer à boulet rouge déjà sur notre équipe nationale qui n'a pas pris de but, qui a fait un match nul. C'est un bon score. Nous gardons la tête de notre poule et nous reviendrons à Abidjan et nous les attendons. Et notre Emers Faye, notre sélectionneur qui nous a donné la CAN. Bien entendu. Avec lui, donc, il faut toujours lui faire confiance. D'accord. Barry voudrait réagir. Et on va passer à notre point. Ce que je voulais ajouter, en Oui, fait, Barry. c'est que Faye, je vois les plaintes, je les entends. Par exemple, quand on me dit que Kosonou sort au profit de Willy Boli, l'avant-centre kenyan, Michael Olunga, il fait plus d'1m93. Ah. Boli rentre pour le coller physiquement. Et on a vu que Kosonou, face au grand gabarit, il a des difficultés. Et non, Amani Laza, s'entend là. Moi, je l'entends, je le comprends. Amani Laza, il rentre pour apporter de la créativité au milieu de terrain. Parce que les Kenyans, ils sont athlétiques. Et lui et Adengra, ils apportent de la créativité. Mais quand on regarde le match, franchement, les éléphants ont eu l'opportunité de battre, de gagner le match. Mais c'est le football. On ne peut pas toujours gagner. Mais on n'a pas perdu, c'est le plus important. La Côte d'Ivoire a 10 points, elle est première. Donc l'équipe nationale a son destin en main. Il faut juste engranger plus de points. On ne parlera plus des éléphants. On progresse, Daouda. Non, c'est fini. On leur souhaite bonne chance. Nous sommes avec eux. Il faut les soutenir. Vous avez commencé. C'est ce que vous avez fait la dernière fois. Il faut soutenir cette équipe jusqu'au bout. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Non, pas dans les mauvais moments. Nous, on veut dans les bons. Dans les... Nous sommes humbles et nous avançons allègrement avec les réglages qui se font. Messieurs, là, je me tourne vers Herman. Herman, l'Africa Sport, donc... On ne va pas parler de ce club de... Mais je ne comprends pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non. Mais Daouda, on ne va pas parler de cette équipe. Daouda, vous n'avez pas la parole. Il faut dire à Daouda... Herman, j'arrive. Daouda, vous n'avez pas la parole. Donc, j'étais dit... C'est pas grave. J'étais 10 ans avant d'avoir été brutalement interrompu. Je comprends ton verre que tu as porté. N'est-ce pas? L'Africa Sport, donc, finalement, jouera à Korogo contre l'US Tchologo. Détail. Mais effectivement, vous savez, on attendait cette dernière journée. C'est cela. Surtout que, par une magie, un match qui avait été programmé, par une magie de la fédération, heureusement qu'on nous dit que le problème a été résolu. On attend ce dernier jour. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que la montée de l'Africa, ça dépend de l'Africa Sport. Parce que si on a su, face à l'Africa Sport, pour rester sur le plateau, l'Africa Sport a su le vendredi, face à l'équipe de Korogo, on va faire la montée. Mais ce qu'il faut retenir, ce qui est intéressant dans l'affaire de l'Africa, c'est que pour une fois, il y a des matchs de la Ligue 1 qui ne sont pas, comment on appelle, qui ne sont pas payants, qui sont gratuits. Mais le match de l'Africa, là, à Korogo, là, il y a des matchs. J'ai vu la billetterie concernant cela. Les gens savent que la Ligue 2,
aujourd'hui, 250. est beaucoup plus en vue. Mais c'est pas vrai, ça, Daouda. Beaucoup plus en Herman, vue. continue, vous ne laissez pas distraire. Non, je ne me allez-y. laisse pas distraire. Allez-y. Mais pour vous, là, même, sont en Non, quelle Herman, allez-y. beaucoup plus en vue. Donc les gens doivent comprendre que pour Messieurs, valoriser, s'il vous plaît, tout le monde doit qui travailler parle. à ce que Oui. l'Afrique arrive à la Ligue 1, C'est ça. en première division, pour que le football ivoirien aujourd'hui attire les gens dans les stades. Parce Très que bien. c'est ça aussi l'objectif. Merci beaucoup, Herman. Daouda, non, vous ne pouvez pas. Par contre, Barry, lui, il peut. Non, mais je pense que l'Africa... Laissez Barry s'exprimer. Allez-y, Barry. Les verts et ensuite, Marius. rouges, même si moi je suis actionnaire, je salue quand même l'enthousiasme des supporters de l'Africa. C'est vrai qu'ils ont donné un élan à la seconde division. Ils étaient là-bas depuis 2-3 ans, mais c'est cette fois-ci qu'il y a eu l'engouement. Donc c'est pour dire que les autres clubs aussi, les comités des supporters doivent se mettre en place pour copier le modèle africain. Mais j'ose espérer que l'Africa, malgré tout ce brouhaha, Faut pas le dire. partira au tapis. Pardon. Daouda, vous avez une seconde et on termine avec Marius sur le sujet. On passe à autre J'aimerais dire, parce que sur ce plateau, nous avons 3 supporters de l'Africa qui nous entourent. Mais j'avoue, j'ai de l'admiration pour votre détermination à insister dans la bêtise, comme le disait Albert Camus. Ça veut dire quoi, insister dans Oui, la parce bêtise, que Daouda? Qui insiste dans la ben, bêtise? quand j'ai dit insister dans la bêtise, supporter un Il faut club... voir vos propos, Daouda. Oui, c'est vrai, vous avez un peu raison, je retire ça. C'est Mais, très bien. mais je retire, mais supporter l'Africa, un club de 3e zone, pour une si belle femme comme vous, je m'inquiète véritablement pour Marius, vous. comme vous avez la parole, je ne réagirai pas. Allez-y. Soyez rassurés, je suis également d'avis avec les verts et rouges. Et bien évidemment, pour la beauté même de la Ligue 1, il faut que cette équipe emblématique de la République de Côte d'Ivoire C'est ça. puisse retrouver la Ligue 1. Et c'est important pour le beau football que nous aimons, les duels ASEC Africa, les duels à l'époque même, au-delà même de l'ASEC, de San Pedro ASEC, San Pedro Africa. Il faut bien que cette équipe-là soit... Marius, pour ajouter une petite... Et Armand, Oui, on vas-y, termine mon frère. C'est rapidement. que l'ASEC se porte mieux lorsqu'il est challengé par l'Afrique. Pas l'Africa. Très bien. Aujourd'hui, on connaît le Exactement. rang de l'Afrique, la SEC à la Ligue 1. La SEC merci nous a beaucoup. tellement Il y a plus tourné sur la il y Ligue a plus 1 que finalement, d'engouement. aujourd'hui, Merci beaucoup. Nous sommes fatigués. Pour la SEC. Merci, merci Daouda. Merci à tous. On ne force pas. quoi. On ne force pas. Ça suffit, merci à tous. On passe à autre chose. Après la session sport qui a donc soulevé des passions, c'est ce qu'on aime sur ce plateau. Quelle société civile, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, pour la Côte d'Ivoire? Madi Natal, elle est analyste politique et directrice générale de Pouvoir Influence Côte d'Ivoire. Elle organise une activité à laquelle elle vise à réunir les décideurs politiques, les décideurs publics, les organisations de la société civile pour échanger sur la mise en œuvre des décisions politiques et des décisions publiques. Pour en savoir davantage, suivez ce reportage. À tout de suite. La structure Pouvoir et Influence Côte d'Ivoire de Madi Natal a organisé la grande tribune citoyenne le 1er juin dernier à Abidjan Plateau. Pour cette édition, le thème central était « Quelle société civile pour la Côte d'Ivoire ?» Cette organisation vise à réunir les décideurs publics, les politiques et les organisations de la société civile ivoirienne autour des sujets cruciaux tels que la politique, économie, société, gestion des collectivités locales, santé, éducation, pour discuter, proposer et orienter la mise en œuvre des politiques et décisions publiques. Selon nos populations, la société civile semble être fictive, fausse ou semble se politiser à outrance. Aujourd'hui, nous avons invité les porte-paroles de la société civile et les représentants, au nombre desquels des entrepreneurs, des élus de la nation, pour voir comment réellement améliorer la participation de la société civile aux politiques publiques et à la vie démocratique en Côte d'Ivoire. Il faut que les citoyens soient des acteurs actifs, pour faire le jeu de mots. Tu participes à responsabiliser les dirigeants et tu leur demandes des comptes. Si le citoyen ne joue pas son rôle, eh bien la gouvernance n'est pas à la hauteur. Lors de leur intervention, pendant les panels, les intervenants ont proposé des solutions pour davantage de bonne gouvernance au sein de la nation. Il faut qu'ils s'expriment afin de dire ce qui leur convient, notamment en termes de système politique, système démocratique et en termes de la façon dont ils souhaiteraient continuer d'être gouvernés.
Au travers de ces différentes rencontres, l'objectif des initiateurs de la tribune Pouvoir et Influence Côte d'Ivoire est de contribuer à la conscientisation des acteurs politiques, des organisations de la société civile, ainsi que la population à véritablement avoir la culture de la démocratie. À quelques mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, Pouvoir et Influence Côte d'Ivoire comptent faire appliquer les résultats de leur action en matière de bonne gouvernance et de démocratie aux différents acteurs politiques et à chaque citoyen. La question justement sur ce plateau, ont-ils raison, du moins Madinatal a-t-elle raison de s'interroger sur cette question? La société civile dans nos pays africains est-elle partisane? Marie, j'aimerais commencer avec vous sur cette question. Vous avez totalement raison. Et je crois qu'elle a eu le nœud creux en organisant justement cette cérémonie qui a réuni des visages que j'ai reconnus d'ailleurs et qui se prononcent très souvent pour le compte donc, de la société civile en Côte d'Ivoire. À l'exception de quelques-uns qui tirent leur épingle du jeu, il faut que nous avouons clairement et sans embâche que la société civile en Côte d'Ivoire a du chemin à parcourir. Quel chemin, par exemple? Eh bien, il faut le dire de façon claire et distincte. Les uns et les autres créent des associations, pour ne pas dire des organisations dites de la société civile, mais en vérité, pas pour défendre les intérêts des populations. Ils deviennent partisans politiques? Pas que seulement cela, mais ils créent des organisations dans le secret espoir de se trouver la pitance quotidienne, en tendant la main, ou en violation des dispositions qui régissent même le fonctionnement de leurs organisations. Certains, on va dire. Cela, bien sûr, mais pour la majorité d'ailleurs. Sinon, dans ce pays, vous avez plus de 300, 400 organisations de la société civile, mais il n'y a que 4 ou une dizaine qu'on entend. C'est inacceptable. Très bien. Et quand la vie est chère, tout le monde regarde. On cherche les associations de consommateurs. Mais une association de consommateurs n'est pas une structure de dirigeants, n'est pas un club n'est pas un membre de gouvernement. Ce n'est pas les associations de consommateurs qui fixent le prix des produits de grande consommation. Ce n'est pas des commerçants non plus. C'est des consommateurs comme chacun de nous. Et c'est des groupes de consommateurs qui n'apprécient pas la politique des pouvoirs publics en termes de satisfaction des besoins essentiels des populations, qui créent donc ces organisations dans le secret espoir, et encore une fois, d'élever la voix, de porter les mécontentements, les angoisses, les peines et les souffrances des populations. Très bien. Et en la matière, il faut bien que ces organisations soient accompagnées. Vous avez des centrales syndicales en Côte d'Ivoire, mais ces centrales syndicales se terrent dans un silence coupable pour nous, parce que véritablement incapables de pouvoir prendre des positions qui engagent la vie de leurs syndiqués. Parce qu'un fonctionnaire, par exemple, en Côte d'Ivoire, il nourrit une dizaine de personnes. Oui, je chute là-dessus. Il nourrit une dizaine de personnes. Et si d'ordinaire, des centrales syndicales face à la vie chère se terrent dans un silence et on regarde, on recherche les organisations de consommateurs, seules, elles ne pourront pas atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Il faut qu'ensemble, nous puissions mener le combat pour que nos gouvernants respectent leurs engagements, qui est de prendre en compte les besoins essentiels des populations. Merci Marius. Je ne veux pas rester avec vous sur le débat, sur ça. Je vais l'ouvrir aux autres amis. Je vais vous poser la question. Est-ce que vous-même, vous portez de la voix, mais peut-être qu'ils vont partir de cette question-là et puis poser d'autres? Bien sûr. Allez-y. Bon, moi, j'avoue que je suis un peu perplexe parce que quand je regarde la dernière élection qui s'est passée au Sénégal, j'avoue que je suis jaloux du peuple sénégalais. Jaloux dans le bon sens. Oui, bien sûr. Parce que quand on voit comment le président Macky Sall est parti du pouvoir, malgré tout ce qu'il a voulu faire, c'est parce qu'au Sénégal, il y a une société civile forte qui s'éloigne des officines politiques. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, c'est vrai. C'est pas le cas selon vous? Non, ce n'est pas totalement le cas parce qu'il faut pouvoir nuancer. Il y a certaines personnes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, mais malheureusement, en Côte d'Ivoire ici, pratiquement toutes les organisations de la société civile, lorsque vous partez pour couvrir des activités de partis politiques, ben, ils sont assis là, ils prennent la parole là-bas, ils se cachent derrière comment on appelle ça, le prétexte de société civile, mais pourtant, le narratif qu'ils portent, c'est un narratif de partis politiques. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, il y a comme une crise de confiance entre la population et les acteurs de la société civile. Et pour ce faire, je vais juste terminer par ce petit point-là, pour ce faire, il faut que le rôle de la société civile, c'est de former leurs concitoyens à la participation citoyenne.
Il ne s'agit pas de tenir des narratifs des partis politiques. Très bien. Herman, est-ce qu'une société civile a le droit d'apparaître dans un meeting politique, selon vous? Bon, d'abord, avant de répondre à votre question, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mes confrères quand ils parlent des acteurs ou des organisations de société civile qui ne jouent pas véritablement leur rôle, qui sont partisans ou bien militants de partis politiques. Chez moi, le truc, ce n'est pas de militer dans un parti politique qui pose problème. Mais est-ce que la mission d'acteurs de la société civile qu'on s'est fixée, est-ce qu'on fixe cette mission-là, on l'exécute convenablement, c'est ça. En Côte d'Ivoire, il y a quand même beaucoup plus, je dirais, des acteurs de la société civile ou bien des organisations de la société civile qui font clairement notre travail. Vous prenez l'exemple de la Convention de la société civile ivoirienne, par exemple, qui fait en sorte, par son plaidoyer sur les questions de l'environnement, qui arrive à amener le député de l'Assemblée nationale à voter des lois. Aujourd'hui, la nouvelle loi sur l'environnement, c'est grâce au plaidoyer dans le cadre du projet Belkati. Il y en a qui travaillent. Il y en a qui travaillent. Et il y en a beaucoup quand même qui travaillent. Il y a certains qui ont des thématiques politiques. Ça, c'est normal. Lorsqu'on est sur la question des droits humains, des droits politiques et autres, vous voyez bien que ça flotte sur la question politique. En ce moment-là, lorsqu'ils prennent leur position, quand bien même ces positions sont tranchées, on a l'impression qu'ils virent à gauche ou à droite. Mais par moment, ils réussissent quand même à droite à tirer sur la droite, à tirer aussi à gauche. Moi, je ne voudrais pas qu'on stigmatise tout le monde et on mette tout le monde dans cela. Je reste avec vous, Herman, pour la question sur l'élément de Daouda. On voit certains acteurs de la société civile apparaître à certains meetings politiques. Est-ce que vous, c'est un fait gênant, par exemple, pour vous? Mais des gens qui sont là pour accompagner plus ou moins, parce que les décisions qui sont prises, qui transforment l'État, qui transforment la nation, ce sont les politiques qui les prennent. Donc, être dans un meeting, tant qu'on me dit que je suis responsable de telle société civile et je suis venu participer au meeting pour faire passer aussi mon message ou bien prendre aussi des messages, je ne crois pas que c'est ce qui fait des militants. Ça, c'est mon approche. Barry, on vous écoute sur la question. Bon, je pense que la société civile, la culture de la société civile n'est pas trop développée dans nos pays d'Afrique francophone. Pourquoi? Parce que je me dis que le processus de socialisation politique qui sous-entend l'intériorisation des normes politiques par les citoyens, c'est un processus en construction. Il n'est pas encore un processus abouti. Or, c'est parmi les citoyens-là que sortent les potentiels acteurs de la société civile. Et la société civile en Côte d'Ivoire, elle subit l'impact de l'histoire politique du pays, en fait. Elle subit l'impact. Elle subit l'impact pour moi. Parce que depuis 1990, c'est une succession de crises. Et dans cette succession de crises-là, à un moment donné, la politique politicienne, la politique des passions a pris le dessus auprès des différents acteurs. Même les intellectuels, en fait. Quand vous regardez l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de choses où des intellectuels qui étaient censés se positionner sur un sujet donné ont été étiquetés parce qu'on les a supposés être proches de tel ou tel bord politique. Mais historiquement, quand vous regardez dans les grandes démocraties, ce n'est pas que la société civile ne participe pas au débat politique, mais elle n'est pas militante en tant que telle. Partisane, je m'explique. Quand vous prenez la CGT en France, la CGT, on sait qu'ils mènent toujours des combats de gauche. Historiquement, c'est connu. Mais ça marche au Sénégal, pourtant. Au Sénégal aussi, c'est la même chose. C'est parce que l'alternance a permis, au début des années 80 au Sénégal, de construire un certain système politique et une certaine opinion publique. N'oubliez pas que le multipartisme au Sénégal date des années 70, il ne date pas des 90. Donc, ce que je veux, pour chuter, c'est que les sociétés civiles, elles sont sectorielles. Il y a des secteurs où certains combats se rapprochent de la gauche. Il y a des secteurs où certains autres combats se rapprochent de la droite. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont acteurs politiques qui ne participent pas au jeu. Mais ils ont une opinion critique. On termine avec vous, Daouda, on termine avec. Tu as pris l'exemple de la CGT qui est très bien. Mais tu vois que quand tu regardes en France, par exemple, quand la CGT est en train de faire ses manifestations, c'est vrai que les gens de la gauche, comme la France Insoumise, viennent participer. Mais généralement, quand ces personnes-là tiennent des propos, ils se désolidarisent. Ils se désolidarisent automatiquement parce que les problèmes en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens, il y a une crise de confiance? Parce que, prenons un exemple, cette tablette,
qui est le problème de la Côte d'Ivoire, de tous les Ivoiriens, de gauche ou de droite. Mais dès l'instant que les uns et les autres commencent à mettre des ramifications politiques dessus, ça devient compliqué. Or, le problème peut se traiter normalement, même si, quand on soit de gauche ou de droite, malheureusement en Côte d'Ivoire, Barry, ce qui se passe, c'est que nos pseudo-acteurs de la société civile, qui, même s'ils ont des tendances de gauche, vont dans cette tribune, aller prendre la parole. Marius est ici. Combien de fois a-t-il reçu des invitations? Pourquoi il n'y va pas? Posons-lui la question. Pourquoi Marius n'y va pas? Pourquoi est-ce qu'il faut catégoriser? Il faut généraliser. Il faut dire certains. Il ne faut pas généraliser. Il faut dire certains. Je reçois effectivement des invitations des clubs politiques, des partis politiques, mais nous n'y allons pas parce que ce n'est pas notre tribune. Très bien. On a terminé l'émission. Quand on y va, c'est qu'on y tient. On a terminé l'émission, on n'a plus le temps. Et vous savez que la télé, c'est le respect des horaires. Merci Barry, merci Herman. Marius Komoué, merci. C'est plutôt nous. Ah oui, ça va un chat de la gorge, mais ça va. Ah oh. Non, Daouda, aucun commentaire. Daouda, merci. On se retrouve. On se retrouve. S'il vous plaît, je suis déçu. Le Bénin a battu le Nigeria. S'il vous plaît. Pour une fois. Messieurs, je peux terminer cette émission. Nous avons terminé. On se retrouve donc demain. D'ici là, portez-vous bien. Brazing et Kevin vous attendent pour le vrai match. À demain pour nous.